Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café et j'espère que vous avez passé un très bon week-end de 2 ou 3 jours d'ailleurs. Et comme chaque lundi, c'est le retour au travail mais aussi le retour de Dev Café. Et comme chaque lundi aussi, mon objectif c'est toujours le même, à savoir vous donner un résumé autour de l'actualité sans essayer de trop dépasser les 10 minutes. Et d'ailleurs pour vous donner un petit avant-goût de cet épisode, on verra pas mal d'outils qui ont été mis à jour dans la deuxième partie, mais on parlera aussi de pubs, de police ou encore d'emojis. J'espère donc que ça vous plaira, mais bien sûr, avant de regarder tout ça, je sais que vous mourrez d'impatience de savoir ce qu'il a bien pu se passer un 17 juillet. En 2002, Apple lançait l'application iCal. Alors attention, c'est bien l'application qui était initialement disponible sur Mac et elle permettait d'avoir de la synchronisation entre les iPods, mais aussi avec n'importe quel device en Bluetooth pour ses calendriers. Et depuis l'arrivée de l'iPhone, bien conscient que c'était pas très explicite comme nom, il a été renommé en application calendrier, mais voilà, donc iCal c'était pas que le format de fichier qui est bien connu. Et d'ailleurs, deuxième petite anecdote pour vous la péter en société, savez-vous pourquoi l'emoji avec le calendrier affiche de base le 17 juillet ? C'est justement en mémoire de la présentation d'iCal. Ouais, j'espère que ces deux infos vous permettront, comme le dit l'expression, de vous coucher tout simplement moins bête. Et sans plus attendre, on referme cette page historique pour revenir en 2023. Allez, on va commencer par la grosse info du jour car Microsoft a décidé de changer la police par défaut utilisée dans la suite Office et aussi sur Outlook. Aujourd'hui, c'est le très connu Calibri qui est utilisé et qui avait la lourde tâche de remplacer le Times New Roman sur Word et Arial sur les autres outils. Cette police qui avait été mise en place depuis 2007 va laisser son trône de police par défaut à Aptos. Elle a été faite par le designer de Soge, qui est d'ailleurs la police que vous retrouvez par défaut dans Windows. Mais vu que je suis pas designer, j'aurais du mal à vous en faire l'article, mais simplement on remarque que les extrémités sont toutes coupées. Après, c'est une histoire de goût et de couleur comme on dit. Et d'ailleurs, deux petites anecdotes autour des polices de Microsoft. La première, c'était une histoire de corruption du Premier ministre du Pakistan qui avait fourni des documents écrits en Calibri pour se justifier. Sauf que les documents en question dataient de 2006 et comme je vous l'ai dit, Calibri n'est arrivé qu'en 2007. Comme quoi, même une police peut aider à définir le verdict d'un jugement. Et la seconde anecdote, qui est plutôt une info pour vos apps en général, c'est qu'il existe aussi des polices spécialement pensées pour les dyslexiques. Sauf qu'en réalité, le comics en MS a souvent de meilleurs résultats auprès de ces personnes, comme quoi vous voyez qu'on conspue le comics en MS, mais en matière d'accessibilité, c'est souvent assez différent. Bon, tout ça, c'était pas franchement du développement et on va s'en rapprocher de manière graduelle, et en effet, il se peut que vous utilisiez des emojis dans vos applications, et la prochaine salve arrivera en septembre avec Unicode 15.1. Mais le brouillon contenant les candidats de cette nouvelle version est déjà en ligne et le site Emojipedia nous en donne un aperçu avec notamment un citron vert, une tête secouée horizontalement ou verticalement, un phénix, des chaînes brisées ou encore un champignon. Côté implémentation, c'est toujours le mécanisme assez intéressant qui consiste à prendre plusieurs emojis pour en faire un autre. Par exemple, pour le citron vert, c'est celui du citron sur lequel on a ajouté l'emoji carré vert. Et pour le phénix, c'est un oiseau avec l'emoji feu. Il y aura tout de même d'autres nouveautés, mais qui ne sont pas vraiment des nouveautés puisque les personnes en mouvement qui vont aujourd'hui de gauche à droite vont avoir leur déclinaison en inversé, ce qui fait tout de même 108 nouveaux emojis avec les différentes couleurs de peau. Ce sera donc en septembre que ces emojis apparaîtront, mais ensuite chaque vendeur comme Apple ou Google devront les designer puis ensuite les mettre à disposition, et généralement c'est Google qui est le plus rapide pour les déployer, donc on verra si cette année ça se produit à nouveau ou pas. On reste toujours sur cet aspect un peu haut niveau et j'ai des infos côté App Store et Google Play. Tout d'abord sur l'App Store, c'est pas totalement neuf, mais sur la page d'accueil ou sur la page qui s'appelle Aujourd'hui, juste en dessous de la première carte, vous avez désormais un encart de pub. Alors c'est vraiment assez limité avec l'icône, le titre et un sous-titre, mais clairement en termes de trafic ça doit être pas mal, car pour rappel dans les chiffres du Digital Services Act, l'App Store dépasse les 45 millions d'utilisateurs uniques mensuels rien que dans l'Union Européenne, ça peut donc valoir le coup si vous avez un petit budget pub. Et toujours dans cette thématique de pub, sur le Google Play, il est possible de mettre en place des préinscriptions quand vous avez un jeu ou une appli qui va bientôt sortir. Et l'idée c'est de recevoir une notification le jour de la sortie et de maximiser le lancement. Mais dans la mesure où il n'y a pas qu'un seul jeu ou qu'une seule appli dans cette liste et que ce sont souvent les gros éditeurs qui sont mis en avant par Google, il est possible de payer pour même être placé devant eux. Et un éditeur nous fait son retour où ils ont lancé la campagne 90 jours avant pour un budget assez conséquent de 20 000 $. Il en a résulté un peu plus de 16 000 conversions, soit un peu plus d'$1 par préinscription, mais en réalité les préinscriptions ne veulent pas le dire téléchargement, car eux sont simplement de 1300, ce qui donne cette fois 16 $ par acquisition, autant dire que c'est pas vraiment donné. Bon, je vous ai raconté l'histoire vraiment vite fait et il ne faut peut-être pas généraliser, mais clairement un gros budget pub ne veut pas dire des téléchargements assurés.
Et allez, une dernière info avec un peu plus de dev cette fois-ci, puisque GTK et Glib, qui sont notamment utilisés par le projet GNOME, mais qui permettent sans aucun problème de faire du multiplateforme, et ce depuis de très nombreuses années, a annoncé appuyer un tout petit peu sur le frein côté macOS. Ils songent en effet à retirer leur CI sur macOS car leur hardware est assez vieux et que l'intérêt pour la plateforme en général n'est pas très élevé. Bref, ça sent le gros ralentissement car au lieu de faire des tests automatisés, ils indiquent qu'ils vont partir sur une stratégie du meilleur effort, c'est-à-dire s'appuyer sur les retours faits par les packagers et les développeurs. Autant dire que ça sent plutôt le sapin qu'autre chose pour GTK sur macOS. Et voilà, c'était tout pour ces premières infos assez généralistes. On passe maintenant aux actus en bref, avec notamment de la lumière qui pourra remplacer le Wi-Fi, et d'ailleurs pas la Wi-Fi, je compte sur vous. On commence ces actualités par une nouvelle fracassante, car oui, vous pouvez vous connecter à Internet sans fil ou avec un câble Ethernet, mais il sera aussi possible de le faire désormais avec de la lumière. En réalité, rien de nouveau, mais la norme LiFi ou I3E802.11bb pour être très précis vient d'être publiée et officialise cette nouvelle connectivité. Bon, en revanche, c'est pas avec ça que les électrosensibles seront rassurés. On ne reste pas dans les bonnes nouvelles puisque le studio français Kiloton est en grève depuis mardi dernier pour une assez longue liste de revendications comme le télétravail, des augmentations de salaire, le management toxique ou encore plus de transparence avec Nikon, son actionnaire. Ensuite, AP, qui est une agence de presse américaine, fait un partenariat avec OpenAI. D'un côté, les articles vont pouvoir servir de base d'entraînement et de l'autre, ça aidera encore plus la société de presse à utiliser de l'IA générative, car oui, elle l'utilise déjà aujourd'hui. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle sur la consommation d'eau des data centers et plus particulièrement chez Google. Dans une étude sur les données de 2021, plus de 4 milliards de litres ont été consommés pour les data centers au niveau mondial avec plus de 3,3 milliards rien qu'aux États-Unis. Et pour rappel, l'IA générative ne fait qu'empirer le phénomène. Mais malgré tout, on va terminer avec une bonne nouvelle pour les plus nostalgiques puisque la fameuse Internet Archive supporte l'émulation Flash, ce qui réanimera des jeux tombés aux oubliettes. On reprend et je vous préviens, dans cette deuxième partie, c'est essentiellement des nouveautés pour une multitude de projets qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, alors j'espère en tout cas que vous trouverez votre bonheur dans la sélection. Et tout d'abord, je vous avais parlé d'un concours proposé par OnePub pour élire les meilleurs packages en Dart. L'idée est que le premier recevra un petit chèque de 500$ et le top 10 aura une licence à OnePub qui, pour rappel, est un pub.dev alternatif pour les projets en Dart et en Flutter. Et après la période de proposition des bibliothèques, vous pouvez désormais voter pour vos libres préférés et pour ça vous en avez en gros une quinzaine alors que pourtant sur pub.dev il y en a plus de 30 000. Bien sûr, je vous laisse aller faire votre sélection et une grande partie est connue, mais bon, si vous ne savez pas pour qui voter, vous avez celui pour OpenFootFact. Enfin, je dis ça et je dis rien comme on dit. Et je crois d'ailleurs en plus que vous pouvez même faire plusieurs votes. Mais en plus, ok, les mainteneurs ils gagnent des prix, mais vous pouvez vous aussi gagner jusqu'à 100$, et pour ça, il suffit de laisser au moins une review sur au moins un package, et vous participerez automatiquement au tirage au sort. Bref, c'est sympa de voir que la communauté se bouge, même si c'est sûr que les budgets ne sont pas stratosphériques. On poursuit côté mobile pour parler de Firebase, et en regardant dans le changelog de la semaine dernière, j'ai vu une info assez intéressante pour Crashlytics et le Performance Monitoring, et si je vous le traduis, ça donne... Crashlytics est intégré à la bibliothèque de session de Firebase pour être compatible avec les fonctionnalités à venir pour mesurer les crashs basés sur des sessions. Et en effet, aujourd'hui, on reçoit des crashs pour tout le cycle de vie d'une application. Alors que vont être ces fameuses sessions? Eh bien, j'imagine qu'on le saura dans les prochains jours. Et pour info, dans le reste du changelog, et qui est d'ailleurs un changelog Android, on note que le Cloud Firestore peut gérer plusieurs bases de données, ou encore que l'authentification est compatible avec le TOTP MFA, qui est un acronyme pour ce que je vous souligne, parce qu'en fait ça fait 3 km. Voilà donc tout pour ce qui est de Firebase, qui continue, comme on dit, son petit bonhomme de chemin. On reste sur le mobile avec maintenant des tests end-to-end avec Maestro, et pour rappel, ces tests-là, ça consiste à vous faire passer pour l'utilisateur final, qui a accès non seulement à votre application, mais aussi à tout l'OS dans sa globalité. Et la version 1.30 de Maestro est sortie la semaine dernière, et la grosse nouveauté concerne une amélioration du studio, car pour rappel, là aussi, vous devez écrire un fichier en YAML avec la suite d'actions à effectuer. Mais pour vous faciliter la tâche, le studio ça vous donne les ID des éléments ou encore les actions qui sont possibles à appeler. Et jusqu'à présent c'était à vous de chercher les éléments dans l'arborescence, mais maintenant sur le côté vous avez une recherche qui vous fait gagner pas mal de temps. Pareil, ils annoncent une amélioration du drag and drop. N'hésitez donc pas à télécharger Maestro qui est open source et gratuit, et en revanche si vous avez besoin d'un CI dans le cloud, eh bien vous avez mobile.dev qui est la société derrière cet outil qui vous propose ça, mais forcément moyennant finance. On reste sur les tests, mais cette fois-ci côté cross-platform avec Appium qui est sorti en version 2.0 il y a 2 semaines. Là aussi, si vous connaissez pas Appium, c'est un outil cross-platform pour effectuer des tests, que ce soit autant sur les applis web que mobiles et natives.
Et je pense que parmi vous, certains me diront qu'Appium 2 ça existe depuis longtemps, mais en réalité ce n'était que des bêtas, et là c'est bien la première version stable. Pour le coup, je vous avoue que je suis pas vraiment un expert de cette techno, et vu qu'il n'y a pas vraiment de changelog précis entre la V1 et la V2, j'aurais vraiment du mal à vous dire les changements. Alors surtout, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires. Et voilà, c'était tout pour l'actu de ce lundi, et comme vous l'avez vu, elle était aussi un peu en mode férié. Malgré tout, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans toutes les infos, et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, faire le partage et en fait tous les trucs qui permettent d'améliorer le SEO sur YouTube. Allez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous donner tout mon courage pour que vous commenciez la journée sur les chapeaux de roue, et je vous donne bien sûr rendez-vous demain dès 7 h.